Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à cette seconde partie de questions d'actu que je rappelle, nous avons réalisé en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international de la Banque mondiale qui se sont tenues du 9 au 15 octobre à Marrakech. Nous avons profité, je le répète, de la présence d'éminentes personnalités pour leur poser quelques questions. Alors en première partie, avec le président de la Banque européenne d'investissement, il était question de multilatéralisme. Place à présent au bilatéralisme, aux relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. Et pour cela, j'ai un immense plaisir que de l'accueillir une nouvelle fois sur le plateau de Média TV. Il s'agit de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, ambassadeur Simon Martin. Thank you for being with us. Ambassadeur, merci d'être avec nous. Merci Khadija, c'est un grand plaisir. D'abord, nous sommes ici à Marrakech. Juste un mois après ce tragique séisme, peut-être un mot sur les efforts du Royaume-Uni pour justement secourir et soulager ces populations. Merci beaucoup. D'abord, je dois exprimer mes condoléances à l'égard du pays et du peuple aussi pour cette expérience tragique que nous avons eue, parce que moi je le sens moi aussi. El Haouz et la zone est une région que je connais assez bien et j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc ça nous a tous frappés, nous qui connaissons le Maroc. Alors, la première chose à dire, c'est que la riposte des autorités marocaines a été vraiment extraordinaire et bien organisée, bien contrôlée et bien soutenu partout. Et le Royaume-Uni a été vraiment privilégié d'avoir été capable de jouer son rôle dans cette réponse initiale. Et notre équipe de sauvetage a été invitée pour venir et prêter main forte. Et de mon point de vue, j'ai vu comment est-ce que notre système a été bien opérationnel tout de suite pour que ça soit mis à disposition. Et la façon dont ils ont été capables de collaborer avec la protection civile et d'autres autorités ici au Maroc, c'était vraiment extraordinaire. Depuis le moment, à 2 heures du matin, quand ils sont arrivés ici à l'aéroport de Marrakech, quand nos avions militaires sont arrivés, la protection civile était là-bas pour les ramener l'équipe en quelques heures. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et de surprenant. Nous avons été aussi engagés avec beaucoup d'organisations locales de la zone qui a été malheureusement affectée par le tremblement de terre. Et par conséquent, nous avons été capables maintenant de travailler avec ces organisations de cette riposte organique. Au fur et à mesure que le pays est en train de voir comment il peut se redévelopper et se redéployer. Alors, quels seraient donc les autres étapes pour aider ces populations dans le cadre de cette grande coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni? Quelles seraient les autres étapes pour la reconstruction? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la reconstruction est menée principalement par le gouvernement marocain. Alors, ce que je peux dire en cet instant, c'est que nous sommes là à disposition pour pouvoir contribuer à l'égard de cette aide dans un esprit de partenariat. Ce n'est pas question d'une organisation externe ou d'un pays externe qui veulent prendre le lead. Comme j'ai dit, il y a un esprit de partenariat qui est la chose la plus principale. Alors, il y a bien des égards où on s'est déjà engagé pour soutenir les organisations communautaires locales, notamment en matière de moyens de subsistance durables et pour aider à développer davantage l'offre de l'éducation pour les filles. Et aussi la question du rôle des femmes et des filles dans la société, surtout en matière d'économie, et aussi l'éducation des filles, c'est quelque chose de central pour mon propre gouvernement et pour la stratégie de développement international. C'est là des champs où l'on voudrait aider. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas mon gouvernement qui devrait initier ça. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit être capable de réagir de manière collaborative. Justement, en fait, c'est là un terme qui revient très souvent dans toutes les séances auxquelles j'ai assisté dans les assemblées ici générales de la Banque mondiale et du FMI. Partenariat. Comment est-ce que vous décrivez ça, ce partenariat qui dure déjà des siècles entre les deux royaumes?
dans ces moments difficiles. Il y a beaucoup de défis conjoints auxquels nous devrions faire face ensemble. Ce que je peux dire, c'est que après des années, des siècles, on peut dire que le Maroc ont été toujours des forts partenaires. Mais parfois, nous avons négligé une valeur de revenir vers nous. Nous sommes maintenant dans une nouvelle ère, nouvelle phase. Et l'accord d'association que nous avons signé entre nos deux pays, qui est rentré en vigueur maintenant il y a moins de 3 ans, nous a assuré un nouveau cadre et une nouvelle plateforme pour davantage développer nos relations. Par exemple, en matière de commerce, nous avons vu une balance commerciale qui a doublé entre nos deux pays au fil des 3 dernières années, depuis la mise en œuvre de cet accord d'association, ce qui nous a donné un cadre où l'on peut travailler ensemble pour réduire les barrières et encourager le commerce et les investissements entre nos deux pays. Mais nous avons aussi trouvé que nous avons des approches similaires d'intérêt dans bien d'autres égards où il y a une grande collaboration, par exemple, en matière entre nos services de lutte contre le terrorisme et la gendarmerie royale et la douane. Et nous avons un but partagé pour identifier et arrêter le trafic de drogue maritime et aussi la sécurité d'aviation et la défense. Donc, nous avons des manœuvres engagées ici en Afrique qui se tiennent ici, pas loin de Marrakech. Alors, c'est là juste des cas, des exemples. Et je peux dire que peut-être certains de vos spectateurs seront beaucoup plus touchés par des champs qui sont plus personnels, notamment un enthousiasme croissant pour ce qui est culture et éducation en anglais, en langue anglaise. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes ravis de voir se développer. Et au cours des 2 dernières années, nous avons vu que le nombre d'écoles britanniques reconnues ont augmenté jusqu'à 47. Je peux vous promettre, sont trop de risques d'être contrariés, que cela va encore croître davantage. Nous allons trouver encore davantage d'écoles marocaines qui voudraient adopter le cursus britannique et la langue britannique ou certaines parties de ce cursus pour l'intégrer dans leur curriculum. C'est pas vraiment, il ne s'agit pas de devenir entièrement une école britannique, mais juste adopter certains aspects, parce que ce qu'ils évoquent, c'est ce dont les enfants ont besoin et leurs parents. Donc, il y a toute une charge d'activités, une panoplie d'activités dans ce sens. Et je peux bien dire que le nombre d'étudiants qui étudient maintenant au Royaume-Uni a connu une augmentation. Alors, entre 2019 et 2022, nous avons vu le nombre croître de 2 tiers depuis 2019. Donc, c'est encore un chiffre qui n'est pas élevé, mais nous avons un grand potentiel de croissance. Mais les études, où que vous alliez, et les études sont coûteuses, et pas tout le monde qui peut se permettre cela, mais je suis vraiment fier de dire que notre système est en train de trouver le moyen de mettre à disposition les études britanniques à tous les Marocains pour qu'ils puissent y avoir accès. Donc, c'est pour cela que nous avons un programme de bourse appelé Chivlin, très populaire, pour ceux qui cherchent à étudier à un niveau master Royaume-Uni. Et je peux vous dire déjà que les demandes sont ouvertes maintenant. Si vous voulez visiter le site de l'ambassade ou de Chivlin, nous sommes en train de recueillir des demandes pour des bourses entières. Bon, elles ne sont pas trop nombreuses de bourses, mais maintenant nous avons aussi la première université qui opère ici au Maroc, Coventry University, et elle a un campus à Bouskoura. Et on voit aussi d'autres moyens, comment est-ce qu'on peut avoir la première année ici, au lieu de l'avoir au Royaume-Uni, on peut l'avoir ici au Maroc, afin que les étudiants n'aient pas à passer tout leur temps au Royaume-Uni. Donc, comme ça, il y a plusieurs moyens de mettre ça plus accessible aux Marocains. J'espère qu'on trouvera encore davantage d'étudiants qui sont capables de prendre plaisir à étudier au Royaume-Uni.
bien qu'ils aient à prendre leur manteau pendant l'hiver. Donc ça, c'est les pistes de coopération principales entre le Royaume-Uni et le Maroc. Alors, si on voit un petit peu au niveau régional, quoi qu'il y ait des différences régionales, est-ce qu'il y aurait d'autres projets qu'on peut pour mettre à disposition ce jumelage entre certaines régions? Ce n'est pas vraiment une forte tradition pour les Britanniques. Nous avons quelques programmes de jumelage, mais d'une perspective régionale, c'est quelque chose que je viens de commencer à examiner parce que je vois l'utilité justement de cette cohésion des 12 régions du Maroc. Et jusqu'à dernièrement, on n'avait pas l'équivalent de cela au Royaume-Uni, mais maintenant nous avons commencé à faire cela. Nous avons des zones industrielles et on est en train de voir les possibilités de faire cela. Mais même avant de rentrer dans des échanges ou des jumelages région-région, ce qu'on est déjà en train de voir, c'est qu'il y a des professionnels, il y a des collaborations professionnelles et sectorielles entre régions. Nous avons l'adjoint du maire de Londres qui est ici. On l'a eu l'année dernière et il a une responsabilité par rapport à la création de certaines industries. Elle a suggéré justement que Rabat devrait rejoindre un groupe de villes qui sont unies par la promotion de l'industrie créative. Et nous avons une relation qui est devenue même encore plus importante entre la protection civile et London Fire Brigade. Et c'est quelque chose qu'on a déjà été en train de promouvoir pour partager l'expérience, comment est-ce qu'on peut faire face avec des événements de foule. Et on a eu le plaisir de recevoir Son Altesse Royale Moulay Rachid lors des funérailles de la reine Elisabeth et Son Altesse Royale Al-Amriam pendant le couronnement du roi Charles. Ça, c'est une des grandes manifestations qu'on a eues pendant des décennies. Et maintenant, nous avons le Gold Commander, le commandant opérationnel de tous les efforts de protection qui a été ici, qui était à Londres et qui était venu ici juste avant le couronnement pour partager justement ce rôle. Et c'est là quelque chose qui a été bien accueilli ici. Et il a dit qu'il a appris beaucoup de ses homologues marocains et comment est-ce qu'ils font face à de tels événements. Donc, quand vous parlez de la coopération régionale, on ne peut pas négliger le football. Bon, j'allais en arriver à ça. S'il y a quelque chose en commun que nous avons entre nos deux peuples, entre le peuple marocain et le peuple britannique, c'est en l'occurrence le football. Voilà, justement, parce qu'il y a d'autres types de football, le soccer et le football. Nous sommes très fiers d'avoir inventé le football, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes les meilleurs. La Coupe mondiale a été vraiment un facteur de transformation. Je n'ai jamais vu autant de gens qui se sont spontanés, laissés emporter pour célébrer les victoires de l'équipe marocaine. J'étais parmi eux avec mon épouse. Et puis, juste après, il y a eu le grand succès des Lions de l'Atlas. Alors, les Lions de l'Atlas ont pris une nouvelle dimension dans la Coupe mondiale. Et c'est quelque chose qu'on veut développer davantage. Également, nous
Ça vaut hâte de prendre part dans la Coupe du Monde ici au Maroc et en Espagne et au Portugal en 2030. Et cette semaine, nous avons vu la déclaration que le championnat européen en 2028 va être tenu aussi en Irlande et au Royaume-Uni. Donc c'est une entreprise conjointe. Donc nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons beaucoup de défis, des défis gays auxquels nous allons faire face. Nous avons hâte de travailler ensemble sur cela aussi. Surtout avec les populations de ce genre, les fans de football que sont les Marocains et les Britanniques. Alors, que pensez-vous du rôle du soft power, ce concept de soft power, pendant des moments où il devient difficile d'avoir la diplomatie plus active? Alors, c'est quoi le rôle de ce soft power? Puisque nous parlons ici de la culture et de football, je pense qu'on peut envisager beaucoup de réponses à cette question. C'est une question personnelle. Je peux vous donner une réponse personnelle, tout à fait. Je peux dire que si vous essayez d'adopter et diriger le soft power, ça ne va pas marcher. C'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose qui vient de manière spontanée depuis le cœur des gens. Donc c'est beaucoup quelque chose qu'on doit suivre. Donc, on peut essayer de faire la bonne chose pour encourager une attitude positive à l'envers envers mon pays, votre pays. Et c'est là l'un des objectifs de la diplomatie. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire, voilà, on va réaliser beaucoup plus de soutien ou un taux d'approbation quand il s'agit de l'éducation ou du sport dans mon pays. Je pense que c'est là où l'on doit se mettre là et on doit être disposé et désireux de réagir lorsqu'il y a le besoin qui surgit. Et nous sommes chanceux d'avoir été capables de faire cela après le séisme. Et on doit écouter aux Britanniques et aux Marocains. Et puis, on doit essayer de voir la façon dont on peut se soutenir. Ce qu'on a découvert depuis le tragique séisme ici, c'est que c'est le pouvoir et la solidarité qui s'est exprimée, pas uniquement de la communauté marocaine, la communauté britannique, mais de tous les amis du Maroc et du Royaume-Uni. Mon ami Hakim Hajwi, ambassadeur au Royaume-Uni, il ne croyait pas ses yeux quand il avait le nombre de personnes contactées sur l'ambassade pour exprimer leur soutien. Ce n'est pas des gens qui avaient un lien direct avec le Maroc. Non, c'est juste des personnes qui ont visité, qui aiment le Maroc et qui voulaient exprimer leur soutien. Des gens ont fait aussi des dons à divers appels et beaucoup de soutien est passé et canalisé par là. Donc ça, c'est vraiment un succès du soft power. C'est là où on a cette affinité naturelle entre deux pays. Et j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble. C'est là où justement les diplomates interviennent pour essayer de mettre en place et instaurer des passerelles. Et nous soutenons beaucoup d'entreprises britanniques qui essayent d'investir ici. Dans quel secteur, si je peux vous interrompre? Les énergies renouvelables, ça c'est un secteur important. Et vous pouvez avoir un ambassadeur. N'importe quel ambassadeur dirait que c'est important pour nous. Et le Maroc a été identifié comme l'un des 4 pays top avec le plus grand potentiel de produire l'hydrogène vert. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais on ne sait pas quels sont les autres impacts que ça peut avoir sur d'autres secteurs. Mais c'est un champ où l'on voit beaucoup de possibilités. Et le Royaume-Uni était un grand contributeur par rapport au financement de Ouarzazate Nour, qui a été lancé il y a 10 ans de cela. Nous
Il y a un grand potentiel aussi par un autre projet. Vous allez me poser la question par rapport à Xlinks pour des installations énergétiques ici qui vont avoir un lien directement avec le Royaume-Uni. Ça, c'est quelque chose de sans précédent, d'inédit, et on est en train d'examiner le projet avant de se prononcer. Donc c'est là le type de développement qui sont à même de transformer la perception de tous les gens par rapport à nos relations. Et dans l'immédiat, on voudrait bien voir d'autres investissements larges dans le secteur minier. Et on voit aussi dans le secteur créatif, l'agriculture. Parfois, il y a des petits investissements, parfois de grands investissements, mais ça prend du temps pour voir cet enthousiasme croissant. Ambassadeur Martin, nous avons parlé des partenariats forts, coopération forte par le passé et dans le présent. Alors, on va terminer notre entretien sur l'avenir. Quelles sont les pistes de coopération à venir entre le Maroc et le Royaume-Uni, surtout avec la signature de cet accord d'association? Alors, quelles sont les étapes à venir pour ce qui est de la base de cet accord? D'une perspective gouvernement, nous avons maintenant quelque chose qu'on peut appeler un conseil d'association qui se réunit au moins une fois par an. C'est un engagement gouvernement qui est conçu pour aller de l'avant et pour confirmer la mise en œuvre des dispositions de notre accord d'association. Et ça, ils examinent le commerce. Cette année, c'est l'agriculture, un champ très important dans notre commerce bilatéral. Et en matière d'investissement également. Et aussi les procédures douanières pour rendre la chose plus facile pour nos entreprises. Ça semble ennuyeux. Est-ce que c'est ennuyeux en raison de décisions politiques? Donc, quand je parle de réunions gouvernement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être intéressés, mais c'est comme ça qu'on fait la différence. Nos entreprises qui comptent sur le commerce entre deux pays trouvent cela plus facile. Il y a quelque chose qui va être remarquable dans nos relations, c'est que nous avons deux propositions maintenant pour établir un service ferry entre les deux pays pour la première fois. C'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans déjà. Oui, ça n'a pas encore démarré, mais nous voulons que ça se produise très bientôt. Je ne peux pas vous donner exactement la date, ça n'a même pas commencé, mais on peut toujours dire que c'est bientôt. Donc ceci va rendre un transport plus fiable et plus rapide que quels que soient les produits que vous exportez, des produits périssables ou autres. Donc finalement, ça va dans les deux sens entre les deux pays. Et les services, encore une fois, ils vont être plus visibles. Et ceci va être un message clair qui va faire vraiment avoir un impact pratique. Autre chose que nous allons voir également, et qui va encore croître, c'est le nombre de touristes et de visiteurs. Notamment ici à Marrakech, c'est visible. On peut voir ça dans la Médina, dans Jamefna. Ce n'est pas forcément le nombre de Britanniques, mais bon. Je suis venu déjà en 2015 à Marrakech pour la première fois et tout le monde me parlait en français. Alors maintenant, dès qu'ils voient que vous êtes de l'Europe, ils commencent tout de suite en anglais et puis finalement ils basculent vers le français au cas où vous répondriez en français, ce que je fais très souvent. Donc finalement, c'est un signe d'internalisation et d'ouverture du Maroc. Mais comme vous le savez si bien, les Britanniques aiment beaucoup voyager. Nous aimons notre pays, mais ce n'est pas pour autant qu'on aime notre climat. Donc nous voulons voyager dans d'autres pays. Là, vous trouvez beaucoup de gens qui voyagent pour leurs vacances. Et le Maroc, c'est vraiment une destination si diverse, bonne à visiter.
Vous avez donc vous avez tout type de destination. Vous trouvez toutes les destinations possibles dans notre pays, ici au Maroc, ou ici au Maroc. C'est une offre passionnante et merveilleuse. Et en vertu du nouveau modèle de développement que Sa Majesté a validé entre maintenant jusqu'à 2035, nous voyons qu'il y a une transformation importante dans l'économie marocaine. Nous avons eu des réunions ce matin qui se focalisent sur l'investissement et la chose principale, c'est le désir, la volonté de voir la proportion d'investissement dans l'économie passer de un tiers du privé vers 2 tiers à l'horizon 2035. C'est un bond qualitatif et c'est justement ce qui va changer le paysage. Par exemple, dans le secteur touristique, nous voyons beaucoup d'investissements, beaucoup de diversité en matière d'offres et c'est ce qui va continuer à rendre le Maroc, en commençant par Marrakech, un pays radieux et attrayant. Donc, et ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous allons toujours avoir beaucoup de touristes britanniques qui vont être là pour soutenir peut-être et applaudir l'équipe du Royaume-Uni en 2030. En fait, il y a 3 pays du Royaume-Uni qui vont rivaliser pour être là. Et nous avons hâte de leur souhaiter la bienvenue, de les accueillir ici. Je sais que ces équipes qui vont se qualifier, qui se retrouvent ici au Maroc, passeront une bonne expérience et ils vont être chaleureusement accueillis. Et certaines discussions que nous avons eues lors de ces réunions étaient autour de le développement d'infrastructures. Moi, je suis confiant que nous allons voir, et c'est déjà planifié, il y a des infrastructures qui sont déjà planifiées et ça va être livré pour pouvoir soutenir la Coupe du Monde. Et c'est une perspective importante à l'horizon de 7 ans pour voir les gens qui viennent ici soutenir le Maroc. Et moi, je suis confiant, comme ce que nous avions eu en 2012 à Londres avec les Jeux Olympiques, ceci va rendre le Maroc un point focal pour les développements qui sont déjà planifiés et initiés. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce que cette transformation va se produire, se dérouler avec ce point focal à l'esprit. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Simon Martin, pour vos réponses aujourd'hui. Merci, Khadija. Thank you, Inch'Allah. À la prochaine. Voilà, c'était cette entrevue spéciale avec l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Charles III au Maroc, ambassadeur Simon Martin. Merci à tous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Je vous souhaite une excellente soirée. Thank you.